Donc c'est vrai qu'en fait, on ne sait pas forcément très bien ce qu'on va dire avant de parler. Moi, j'ai été un peu en colère, comme a dit Paul, à cause de l'exigence de dénonciation qui m'a un peu marqué. Et je me suis dit, comme catholique, voilà, est-ce que j'irais dénoncer le criminel? Et cette question m'a habité pendant un moment. À la fois, j'étais en colère parce que l'Église n'a pas été à la hauteur, voilà, ou plutôt, voilà, des personnes dans l'Église n'ont peut-être pas pris les bonnes décisions. Et en même temps, je me disais, moi, si j'avais été à la place de ceux qui allaient prendre des décisions, comment je m'y serais pris? Donc, je vous propose un petit topo sur petite réflexion sur la dénonciation, ses aspects politiques et juridiques. Comme l'a dit très bien Jean-Noël, l'Église n'est pas une communauté comme une autre. C'est pas une communauté comme une société, et pourtant elle est dans la société. Et c'est précisément ce rapport entre une communauté qui porte une dimension mystique très forte et son existence terrestre dans une société qui pose aussi la question de la place que peut avoir la dénonciation. Derrière le silence des évêques et des responsables de l'Église, j'ai vu aussi comme une méfiance contre un dispositif juridique qui est propre au fond à la modernité, c'est ce que j'essaierai un peu de montrer, et donc une forme de résistance contre l'État moderne. Les enquêtes judiciaires montrent qu'en général, les crimes pédophiles commis par des prêtres ont d'abord été l'objet de rumeurs dans l'entourage de la hiérarchie de l'Église, sans que celle-ci ne cherche à caractériser vraiment les faits. Et quand ces crimes ont été clairement connus, beaucoup de membres de l'institution ont préféré garder le silence, gérer la situation en interne, comme on dit. Pourquoi ? Il y a la peur du scandale, mais pas seulement. Il y a aussi une sorte de réserve en raison du caractère honteux qui frappe, semble-t-il, la dénonciation. Et c'est ce qui est revenu à plusieurs reprises, mais pourquoi est-ce que ce ne sont pas les parents qui ont dénoncé? Et pourquoi ce seraient des personnes extérieures qui auraient à dénoncer le crime? On se dit, les victimes, une fois qu'elles ont atteint l'âge de la majorité, une fois qu'elles sont capables elles-mêmes de porter plainte, devraient porter plainte elles-mêmes. Et donc on se refuse à faire un acte qui au fond attire sans doute l'opprobre, parce qu'il dissout le véritable lien social. Il ruine la confiance au profit d'un lien qui serait beaucoup plus artificiel, qui serait un pur lien juridique. Et pourtant, il importe de bien montrer quelle est la place de la dénonciation dans le droit positif actuel et, à mon avis, d'en tirer les leçons. Et je ne crois pas que la dénonciation soit seulement un acte qui attire l'opprobre, qui est honteux, et il s'agit de le montrer. Je ne crois pas qu'il soit seulement destructeur de la solidarité humaine. Je crois que le refus de dénoncer peut en plus avoir d'autres motifs, et que ces autres motifs, notamment protéger l'institution, risquent de prendre le dessus si on n'a pas regardé de très près les raisons pour lesquelles on ne voulait pas faire cet acte. La dénonciation, c'est un dispositif juridique dont l'étendue va croître. Les juristes montrent que depuis une quarantaine d'années, le droit ne cesse de faire une place à la dénonciation, une place plus importante. J'ai envie de montrer que la dénonciation est au service de l'État, de l'institution de l'État, qu'en ce sens-là, elle va fragiliser toutes les autres institutions, et que pourtant, ça sera ma thèse, bien, malgré cela, l'Église ne doit pas la refuser. Elle ne doit pas s'y soustraire sous prétexte de préserver la solidité de son institution. Au contraire,
elle doit y trouver un motif supplémentaire de mettre l'institution au service des personnes et non l'inverse. Donc trouver dans la dénonciation, alors même que elle ne semble pas être au service du lien social, d'une vie fraternelle, néanmoins mettre la dénonciation au cœur de nos interrogations, ça va permettre peut-être à l'Église de se recentrer sur le service des personnes. Donc, je dirais d'abord que la dénonciation n'est pas la délation. La délation, elle repose sur des motifs méprisables. Elle est au fond comme aussi la dénonciation calomnieuse. Elle est en fait à la recherche d'un intérêt particulier ou elle est au service d'un pouvoir arbitraire. Comme par exemple la délation sous la Révolution française au service du comité de salut public. Mais la dénonciation, elle peut trouver un sens politique véritable, notamment dans des formes de citoyenneté que nous avons abandonnées, les formes de citoyenneté antiques. Dans l'Antiquité, la vie politique consistait à participer pleinement à la vie publique, et en ce sens-là, chaque citoyen était dépositaire en quelque sorte de la loi. Et donc finalement, dénoncer la trahison de la loi par un des citoyens, c'était un acte politique. En tout cas, c'est ce que dit Montesquieu dans l'Esprit des lois au livre 6. Il dit, à Rome, il était permis à un citoyen d'en accuser un autre. Cela était établi selon l'esprit de la République, où chaque citoyen doit avoir pour le bien public un zèle sans borne. Chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. Donc chaque citoyen a tous les droits de la patrie dans ses mains. Donc en ce sens-là, il se sent tellement responsable de la communauté politique qu'il est prêt à dénoncer l'entrave à la loi de la part d'un de ses concitoyens. Et je dirais que plus une société est solidaire et attachée à la loi commune, et plus la dénonciation est de mise. Mais au fond, qu'en est-il alors de la liberté des personnes, de la liberté intérieure? Et précisément, la citoyenneté antique faisait peu de cas de la liberté personnelle. Nous, on connaît bien l'exemple du procès de Socrate, qui a une dimension politique forte. Et au fond, ce qu'on reproche à Socrate, c'est une forme de liberté de conscience. Il n'y a pas de place pour la liberté de conscience dans ce type de régime politique. Et à cela, donc, on opposera une citoyenneté moderne, ce que j'appellerais un régime libéral, qui se caractérise notamment par la représentation, et qui jette au contraire un soupçon sur la dénonciation. Et c'est comme ça, par exemple, que pour nous, la mémoire collective est très affectée par, je dirais, le régime de Vichy qui avait installé la dénonciation comme une manière habituelle de vivre, et notamment la loi du 25 octobre 1941 qui institue la dénonciation vraiment comme une obligation pour les crimes et les soupçons de crimes. Donc au contraire, le citoyen moderne, il va confier la chasse, je dirais, aux crimes et aux criminels à l'institution publique. Donc l'institution publique va le libérer de cette obligation de dénoncer. Et c'est ce que dit là encore Montesquieu, qui donc change en quelque sorte de thèse, et disant, nous ne sommes plus dans ce régime de citoyenneté antique, et il dit, nous avons aujourd'hui une loi admirable, c'est celle qui veut que le prince établit pour faire exécuter les lois, le prince établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes.
de sorte que la fonction des délateurs est inconnue parmi nous. Et il fait référence à Platon, puisque Platon, au début des lois, dit chaque citoyen sera investi en quelque sorte de la tâche de préserver la loi, et donc chacun devra pouvoir dénoncer au magistrat ce qui l'enfreigne. Et Montesquieu dit au contraire, donc il dit dans les lois de Platon, ceux qui négligent d'avertir les magistrats ou de leur donner du secours doivent être punis. Cela ne conviendrait plus aujourd'hui. La partie publique veille désormais pour les citoyens. Elle agit et ils sont tranquilles. Donc, on serait dans un régime qui est complètement différent, un régime démocratique représentatif, et non pas de démocratie directe, et dans lequel, finalement, il n'y aurait presque aucune situation dans laquelle on aurait à dénoncer quelqu'un. Et moi, je me suis posé cette question, à quel moment je serais prêt à dénoncer quelqu'un ? En réalité, on n'est ni dans un régime de démocratie antique, directe, ni dans un régime complètement libéral. On est dans un régime où l'État, qui a concentré entre ses mains beaucoup de pouvoir, dans le but de protéger les personnes, dans le but de protéger les droits individuels, a inscrit dans la loi un certain nombre de lieux où la dénonciation est de mise. Cette dénonciation, elle doit avoir lieu d'après le droit positif actuel, dans deux situations. Si l'État est menacé, donc si la sécurité de l'État est menacée, vous devez dénoncer le crime, mais vous devez dénoncer le crime et non pas le criminel. Et si la sécurité des personnes ou l'intégrité des personnes est en cause. Alors, pour l'État, je laisse de côté, mais c'est quand même un point très important. Dans le Code pénal, vous avez un grand nombre de dispositions contre les crimes contre l'État. Et puis, donc, pour la sécurité des personnes, vous avez deux situations différentes. La sécurité et l'intégrité des adultes et la sécurité et l'intégrité des personnes vulnérables et des mineurs. Dans le cas de l'intégrité des adultes, la dénonciation est obligatoire pour les crimes dont il est possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveau un crime et qui ne pourrait pas à ce moment-là être empêché, et qui pourrait être empêché par la dénonciation. Pour, et je termine là-dessus, pour la sécurité des personnes vulnérables, et donc notamment donc, des enfants, la dénonciation est sans condition. Il n'y a pas de condition de danger. C'est ce qui explique que, au fond, par exemple, dans l'affaire du cardinal Barbarin et du père Prénat, ça explique qu'on n'est pas considéré que finalement le père Prénat n'était plus dangereux. Parce que, peu importe, cette question n'importe pas. Comme si l'individu ici, vulnérable, était un espèce d'absolu qui faisait que toutes les conditions étaient levées. Alors je conclurai en disant qu'on n'est plus dans un régime de citoyenneté antique, on n'est pas tout à fait dans un régime libéral où finalement chacun d'entre nous se préoccuperait uniquement de ses intérêts individuels. On est dans un régime où l'État a pris sur lui en quelque sorte la responsabilité de protéger les individus, et l'individu le plus faible, l'enfant sans défense, donc lui, il devient une espèce d'absolu. En même temps, si vous regardez bien le droit pénal, ces dispositions, elles sont non pas dans les titres sur la protection des personnes, mais elles sont dans les titres sur la protection de la sécurité de l'État. Donc c'est donc la sécurité de l'État qui en réalité est en dernière instance mise en cause lorsqu'un enfant, un enfant est violenté. Et donc je conclurai en disant que je crois qu'on a besoin de se rendre compte à quel point la dénonciation est, dans une logique où l'État vient mettre l'individu au cœur de la vie sociale,
Alors que nous, dans l'Église, nous ne mettons pas l'individu au cœur de la vie sociale, l'individu porteur de droits, l'individu coupé de tous ses liens. Nous avons une vie communautaire, mais je dirais que c'est peut-être une chance pour nous de remettre la personne au cœur de nos préoccupations dans l'Église, non pas l'individu, mais la personne, et nous ne pouvons pas nous soustraire à cette exigence de dénonciation. Je ne crois pas que ça soit la véritable solution, mais nous ne pouvons pas nous y soustraire, et ça va peut-être permettre à l'institution d'être davantage au service des personnes.